Bonjour à tous et bienvenue sur EDJ Radio. Tout de suite, votre émission L'équipe type, présentée par Clément Bigois. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'équipe type, votre nouvelle émission de football de l'EDJ. Durant près de 45 à 50 minutes, on va revenir sur les championnats européens, la Ligue 1, la Ligue des Champions, avec des débats, des analyses et pour terminer notre 11 de la semaine. Sur la feuille de match ce soir, sur le rectangle vert, en gardien, Mehdi Sefraoui, bonsoir. Bonjour Clément. En défense centrale, Romain Capella. Bonjour. Devant la défense, Camille Dorès. Bonsoir. En numéro 10, Thibaut Goetz. Bonjour. Et à la pointe de l'attaque, Julien Brunon. Bonsoir à tous. Ce soir, programme chargé avec pour commencer un retour sur la journée du week-end des 5 grands championnats, suivi d'un débat sur le meilleur championnat, la Première Ligue. Dans la troisième partie, un petit aperçu sur la troisième journée de Ligue des Champions qui commence ce soir. Et pour conclure, notre équipe type de Ligue 1. Et on commence tout de suite avec la première partie et le tour des différents championnats. Classico oblige ce week-end, on prend la direction de Madrid. Y viva España, y siempre la recordarán. Y viva España. Et samedi à 18h, c'est le premier classico de la saison en Liga entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Où en sont les deux équipes à l'heure actuelle, Camille ? Bon alors d'un point de vue général, les deux équipes ont leurs propres atouts. Le Barça d'abord va arriver dans une position de leader avec 22 points et 4 points d'avance sur le Real. Le Real reçoit dans son stade Santiago Bernabéu. Donc évidemment ça va être un avantage, ils vont être supportés par leurs supporters. Ce sont deux équipes qui sont en pleine bourre. Les deux ont gagné ce week-end avec beaucoup de buts d'écart, 5-0 pour le Real, 3-0 pour le Barça. Et les attaquants phares, à savoir Ronaldo et Messi, ont tous les deux marqué. À noter aussi qu'au Barça, Suarez va pouvoir commencer ses débuts sous le maillot. On ne sait pas encore si Luis Enrique va le faire entrer ou pas, mais ça peut être un atout majeur pour le Barça. Et justement, ce match, ça sera la BBC, Benzema, Bale, Cristiano contre Messi, Neymar et Suarez. On est déjà tout excité de voir ce trio d'attaque des deux côtés, des deux équipes. Oui, ça va être forcément les forces principales de chaque équipe. La BBC, Karim Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo qui ont déjà marqué 22 buts à eux trois sur les 30 du Real, donc un peu moins de 75% des buts. Et de leur côté, Messi et Neymar qui ont marqué 15 buts sur 22 au Barça, ça fait à peu près 70%. Un duo auquel va se rajouter Suarez, qui va être la surprise du chef. On ne sait pas vraiment dans quelle forme il est, mais bon, c'est sûr qu'après sa suspension, il va avoir les dents longues. Et puis, c'est pas forcément un classico décisif parce que c'est en début de saison, mais ça va quand même donner une indication sur la suite de la saison. Et c'est ce classico, Messi pourrait battre un record samedi vers 18h05, 18h10, on ne sait pas quand est-ce qu'il va marquer ce premier but. Oui, alors Messi qui en est à 250 buts inscrits en 285 matchs avec le FC Barcelone, donc il peut battre le record de Telmo Zarra, attaquant de l'Athletic Bilbao qui a mis 251 buts en 270 matchs dans les années 50, en 277 matchs exactement. Donc Messi en marquant 2 buts peut battre le record et il peut l'égaler en marquant qu'un. Il y a Cristiano Ronaldo qui a aussi mis 15 buts depuis le début de l'année. Donc c'est des chiffres qui font mal à la tête, ça peut être un classico de tous les records. Romain disait que le match n'était pas décisif. Pour moi, si Barcelone gagne, ils prendront 7 points d'avance. Ça commencera à faire beaucoup quand même. Et ça sera un match où il y aura des Français des deux côtés. On sait que Jérémy Mathieu est forfait ce soir en Ligue des Champions, mais il pourrait être présent samedi. Et puis côté Real Madrid, on aura toujours le duo Varane-Benzema. Benzema sûrement titulaire, Varane. Il y a un doute sur sa participation. Il est quand même un peu en dessous de Pepe et de Ramos. Oui, en plus Benzema qui fait des très bons matchs contre le FC Barcelone. Donc il sera très attendu. Et on verra qu'est-ce que ça va donner. Et maintenant on se dirige vers le championnat où brille un certain Paul Pogba, place à l'Italie.
Le Calcio où la Juventus a perdu des points ce week-end alors que dans le même temps, la Roma a impressionné. Ah oui, c'est le premier coup d'arrêt pour la Juve de Massimiliano Allegri. Les Bianconeri ont été accrochés au Mapei Stadium mais malgré le très beau but de Paul Pogba qu'on a tous vu. En tout cas, si vous l'avez pas vu, il faut vite aller le voir. Encore une action de grande classe pour le Français qui a égalisé pour la Juve, et c'est l'incontournable en ce moment, Simone Zaza qui a ouvert le score pour Sassuolo. Zaza, ironie du sort, qui appartient en copropriété avec Berardi à la Juventus. Et pourtant, Sassuolo, Thibaut, ils avaient mal commencé le match avec une blessure de leur joueur majeur. Oui, Sassuolo, dès la 10e minute, qui perd Cannavaro, leur tour de contrôle en défense, c'est vraiment un coup dur pour cette équipe, mais ils ont réussi, comme d'habitude, à chaque fois, contre les grosses équipes, à se surpasser, à faire preuve de rigueur défensive. Mais le problème, c'est que la Juve a cruellement manqué d'efficacité dans ce match. Un mot sur cette vieille dame, Julien ? Non, c'est toujours compliqué pour un club européen pour les matchs avant la Ligue des Champions et après. Sassuolo, ça fait deux saisons maintenant qu'ils arrivent à accrocher les gros à domicile. Maintenant, la Juventus qui fait match nul reste toujours devant la Roma qui a gagné 3-0 contre le Chievo. Donc il n'y a rien d'alarmant. C'était un bon match de calcio et c'était un match agréable à regarder. Justement, la Roma de Rudy Garcia qui continue un sacré chemin depuis maintenant une année. Ils sont maintenant bien installés dans le top 2 de ce calcio. Oui, on voit que maintenant ils arrivent vraiment à maîtriser leur match. Celui-ci précédait donc le choc ce soir contre le Bayern en Ligue des Champions. Ils avaient vraiment envie rapidement de conclure ce match afin de passer au match de ce soir. Et dimanche soir, on a eu le droit à un très beau match, avec du suspense. C'était à Giuseppe Meazza, deux entraîneurs qui étaient sur la sellette, Mazzarri pour l'Inter Milan et Benitez pour le Napoli. Ça s'est fini sur un 2-2 et ces deux équipes sont déjà loin au classement. Oui, elles sont déjà loin. Je pense que le chemin va être long pour ces deux équipes cette saison. Au moins, ce match nul a le mérite de donner un peu de sursis aux deux entraîneurs, à Benitez et Mazzarri. Justement, qu'est-ce qui marche pas dans ces deux équipes ? Personnellement, j'ai trouvé les défenses catastrophiques, gardiens y compris. Handanovic a réalisé un match médiocre. On a vu aussi Vidic coupable d'une maladresse terrible sur l'ouverture du score du Napoli. Et par-dessus tout, un Ranocchia totalement à côté de la plaque. Un autre gros club qui est un peu en difficulté dans ce début de saison, c'est la Fiorentina. Et on se pose de nombreuses questions sur le coaching de Vincenzo Montella, Julien. Oui, c'est un peu décevant parce que l'année dernière, la Fiorentina nous avait enchanté. Il y a une très très grosse équipe. Et là, ça fait encore un nouveau match avec une défaite qui est largement méritée. La Lazio qui a surpassé la Fiora. Et il faut dire que la Lazio, même s'ils sont encore un peu en retrait au classement, eh ben, ça joue bien. Djordjevic est bien dans cette équipe. Et moi, j'ai surtout retenu Lucas Biglia, le milieu de terrain argentin qui régale en ce début de saison. Maintenant, la Fiorentina, faut pas oublier qu'ils ont un banc assez conséquent avec Licic, Pasquale, Borja Valero, Joaquin, Mika Richards. Donc normalement, il y a de quoi faire une belle équipe. Donc peut-être que l'Europe va les réveiller. Et une équipe qui a déjà limogé son entraîneur, c'est le Chievo Vérone. Le Chievo Vérone qui, dans la foulée de cette défaite à Rome, a limogé son entraîneur, Eugenio Corini. Alors il a été remplacé par Rolando Maran. Maran, c'est une drôle d'histoire, c'était l'entraîneur de Catane l'an dernier et il avait réalisé la prouesse de se faire virer 2 fois dans la même saison. Donc attendons de voir pour le Chievo. Très bien pour l'Italie. Maintenant le 3e championnat, celui où les arbitres se prennent pour Lucky Luke. C'est parti pour la Ligue 1. Le stade est rempli, les supporters font la hola, olé olé. Mon club Bodassa, motivation. Et oui, place à la Ligue 1. Vendredi soir, il y a eu le Lens PSG. On ne reviendra pas sur toutes les polémiques d'arbitrage. On va revenir plutôt sur les deux équipes qui ont brillé ce week-end. L'Olympique de Marseille, 8 matchs, 8 victoires consécutives. Et l'Olympique lyonnais qui s'est baladé face à Montpellier 5-1. Et justement, les Olympiques se retrouvent dès dimanche prochain. Ça va faire un match de toute beauté à 21h. Romain. Oui, ça nous annonce un match de toute beauté. C'est les deux équipes les plus en forme pour l'instant du championnat, enfin de ces derniers matchs en tout cas. Les deux meilleures attaques, 25 buts déjà pour l'OM et 20 pour Lyon. Il y a les deux meilleurs buteurs, Gignac et Lacazette.
Donc il y a tout pour que ce soit un match offensif et un match très agréable à regarder. Exactement, ça s'annonce très offensif, comme tu le disais, avec notamment la meilleure attaque du championnat. Et aussi, il faut savoir que c'est le meilleur passeur se trouve à Lyon. Donc c'est Jordan Ferry et Clinton Hennier. Et faut savoir aussi qu'on a un retour de Gourcuff qui s'annonce palpitant. Il a marqué un doublé ce week-end, ça n'était plus arrivé depuis 5 ans et c'était avec les Girondins de Bordeaux. Donc un Olympico qui s'annonce de grande classe avec beaucoup de buts. Et justement, Lyon était en difficulté dans ce début de championnat. On commençait à parler de crise avec son nouvel entraîneur Hubert Fournier. Et finalement, ils retrouvent des blessés. Ils sont de retour. Ils sont maintenant dans le 11, notamment Gourcuff et Bedimo. Et ça marche. Ils font des sacrés matchs. Oui, effectivement. Donc, si on nous avait dit après les 2 premières journées de Ligue 1 que ce OLOM susciterait autant d'attente, exactement, on n'aurait pas beaucoup aurait cru. Donc, c'est Lyon qui retrouve beaucoup de joueurs, des blessés, Gourcuff qui revient bien. Il manque Grenier encore. Et c'est vraiment une équipe du top 3 avec tous ces joueurs à 100%. En plus, les derbys de l'Olympico, si je peux dire, sont toujours très attendus avec beaucoup de buts. Donc s'il y a un 0-0 dimanche soir, ça serait vraiment très choquant. On se souvient du 5-5. Est-ce qu'on peut avoir un tel match, Camille ? Bien sûr. 25 buts pour l'OM de marquer. Là, Lyon qui gagne 5-1. C'est 2 équipes qui marquent énormément, qui sont bons en défense, avec Nkoulou notamment à l'OM, et puis Christophe Jallet qui est très très bon cette année avec Lyon. Je pense qu'il y aura énormément de buts. Par contre, je ne vois pas personnellement une victoire de l'OM, mais plutôt un match nul. Un dernier mot sur ce match, Romain ? Oui, ça risque aussi d'être un match intéressant au niveau tactique, parce que ça va être l'affrontement de 2 systèmes complètement différents, le 4-4-2 en losange de Lyon, et comme il y a ce 4-4-2, justement, l'OM qui va revenir à son système en 3-3-3-1, avec 3 défenseurs, et où ils sont un peu plus exposés au milieu. Il faudra un gros Imboula comme contre Toulouse. Et surtout, ça va être le match des équipes en forme et des joueurs en forme, parce que depuis le début de la saison, selon un sondage, les 3 meilleurs joueurs, c'est Lacazette, Payet et Gignac qui jouent donc soit à Lyon, soit à l'OM. Et on se satisfait déjà, on s'emballe déjà pour ce match. Direction maintenant le championnat qui sera plié fin février, la Bundesliga, place à l'Allemagne. Et le Bayern Munich a cartonné ce week-end 6-0 contre le Werder de Brême et semble de mieux en mieux, alors que dans le même temps, le Borussia Dortmund, impressionnant en Ligue des Champions, cale. Que se passe-t-il dans la maison Dortmund ? À Dortmund, oui, c'est encore une défaite pour le BVB. Bon, ça ne m'étonne qu'à moitié, surtout face à Cologne. C'est un promu qui a faim. On parlait de Paderborn la semaine dernière. Cologne, c'est exactement le même ADN. C'est la même chose. Un public toujours en feu et une équipe qui est morte de faim sur le terrain. Et pour le champion en titre, ça va de mieux en mieux. Et on a vu un Bayern facile encore samedi à l'Allianz Arena. Oui, très facile, oui. Et déjà un chiffre pour commencer, il y avait 71 000 spectateurs à l'Allianz Arena. Le stade a donc fait le plein et pourtant c'était le match du leader contre la Lanterne Rouge. Un Bayern en promenade face à un Werder de Brême qui est une de ses victimes préférées dans cette Bundesliga. Il faut savoir qu'en moyenne le Bayern passe au moins 4 buts au Werder. Et dans ce match, les Verts n'ont même pas réalisé une frappe cadrée. Il y a des joueurs à mettre en valeur justement dans ce Bayern qui justement joue contre la Roma ce soir et qui se balade en Bundesliga. Le Bayern, c'est avant tout un collectif, mais je pense que l'arrivée de Xabi Alonso, je ne sais pas ce que va dire Thibaut, mais ça a été vraiment sans doute la recrue de l'été du côté de l'Allemagne. Après, pour revenir à Dortmund, je pense que tactiquement, c'est un peu moins au point que les années précédentes. Et les départs ont fait beaucoup de mal. Par exemple, un Mkhitaryan qui a encore du mal à prendre la place de Götze. Kagawa de retour immobilé, c'est pas du tout le même pressing que les années précédentes. Donc c'est vrai que Jürgen Klopp basait avant tout son jeu sur la récupération rapide et ces joueurs-là ils ont du mal. Au rang des bonnes nouvelles, le retour de Gundogan qui a fait un très bon match quand même face à Cologne. Ouais, Gundogan, après il y a Bender aussi qui pourrait revenir bientôt. Marco Reus qui a fait son retour aussi. Ouais, bon j'ai rien contre Sébastien Kell.
Mais ça commence, je pense que le poids des années commence à se faire ressentir. Sébastien Kell, c'est un peu le joueur emblématique de la fin des années 90, début 2000, et c'est vrai que maintenant il faudrait vraiment trouver quelqu'un d'autre. Non, mais c'est vrai que les recrues depuis 2-3 ans, ça commence à être un peu limite. Papastatopoulos, c'est pas encore Subasic, donc bon, il faut attendre. Et par contre, Dortmund n'a pas l'habitude de nous décevoir en Ligue des Champions, donc peut-être on va les réveiller. C'est peut-être la même chose que contre la Juventus. Et pour terminer, direction Outre-Manche où les droits télé ne finissent plus d'augmenter, c'est l'Angleterre. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much. Et 2 monuments de Première Ligue qui déçoivent. Liverpool a été très chanceux, ils l'ont emporté 3-2 sur le terrain de Queen's Park Rangers grâce à 2 contre son camp. Et Arsenal a été tenu en échec contre Hull City. Pourquoi, Julien, ces 2 grandes équipes déçoivent autant ? Alors il y a beaucoup de raisons. Déjà, Liverpool, tout le monde sait maintenant que Luis Suarez est du côté de Barcelone, que Sturridge est blessé, que Gerrard commence à être un peu vieux. Donc ça joue forcément. Balotelli est absent, on le voit pas sur le terrain. Donc pour l'instant, Liverpool c'est vraiment pas flamboyant. Arsenal, il y a d'autres raisons et la première pour moi, je pense que c'est les blessés. Parce que aujourd'hui, Arsenal, l'équipe ressemble pas à grand chose avec le nombre de blessés qu'il y a. Donc toutes ces raisons, ça donne un Chelsea qui est finalement bien parti pour gagner le titre. Et à l'Emirates, ça tire un peu la tronche, on l'imagine côté des supporters parce que Arsenal n'y arrive pas et inquiète quand même ses supporters. Oui, ça tire la tronche parce que même ces dernières années, s'ils ne gagnaient pas et s'ils étaient loin des leaders, il y avait quand même un fond de jeu et des belles actions à Arsenal. On aimait voir jouer cette équipe. Et là, même cette année, alors qu'ils ont fait un recrutement plus intéressant que sur les peut-être presque 10 dernières années, avec Sanchez, avec Chambers, ils ont du mal à jouer, ils ont du mal à avoir du liant. Et il y a toujours évidemment ce problème de blessure qui les paralyse presque, qui les empêche de faire des bonnes séries. Mais on a peut-être... Oui, vas-y Julien. Non, mais après, Arsenal a fait match nul contre Hull. On parlait de Southampton et Leicester la semaine dernière. Hull, c'est quand même pas l'équipe la plus facile à jouer. Il y a des très très bons joueurs, Livermore, Dullstone. C'est vraiment une très belle équipe. Donc Arsenal, c'est sûr qu'ils n'arrivent pas à gagner un match comme ça, mais c'est vraiment pas non plus un résultat catastrophique. Moi, je suis d'accord avec Romain parce que j'ai regardé le match et Hull City, ils étaient vraiment au bout de 5 minutes de jeu, on pensait qu'ils allaient s'en prendre 3 ou 4. Après, il y a une erreur d'arbitrage mais bon, après Arsenal, il leur manque un joueur ou 2 joueurs pour fluidifier le jeu au milieu. C'était vraiment lent. À part Sanchez, il y avait vraiment personne offensivement et les 2 buts qu'il marque, c'est des exploits individuels de Sanchez. Et pour faire remonter ces 2 clubs, il y a peut-être Romain qui a une solution. Oui, une solution, c'est une idée en tout cas. Pour Arsenal, il faudrait recruter le plus urgemment possible un milieu défensif costaud qui leur serve de point d'appui comme ils avaient avec Song avant ou comme ils avaient avec Vieira. On pense à Morgan Schneiderlin par exemple qui fait une très très belle saison avec Southampton. Ou à Diaby, mais Diaby c'est trop, vu le problème de blessure qu'ils ont, c'est trop risqué encore. Et un défenseur central, là les rumeurs vont bon train. Il y a là la dernière grosse rumeur ça a été Hummels, mais ça semble compliqué de le faire venir au mercato d'hiver. Voir d'autres défenseurs parce que avec Mertesacker en méforme, Koscielny blessé, dans l'axe il y a plus grand monde, il y a Chambers mais qui est jeune et c'est un peu la même chose pour Liverpool, il leur faut absolument une défense, on voit que Suarez et Sturridge c'était les 2 arbres qui cachaient la forêt, là ils ont toujours autant de problèmes défensifs sauf qu'ils ont plus des buteurs pour marquer plus de buts que les autres. Mais moi je voulais revenir aussi sur les 2 monuments de Première Ligue, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais depuis 10 ans, les 2 monuments, je les vois pas. Arsenal, à part le trophée de l'année dernière, ça faisait 10 ans qu'ils couraient après un trophée, et Liverpool, à part une saison exceptionnelle l'année dernière avec Suarez qui marchait sur l'eau, ça faisait aussi quelques années que c'était plus le grand Liverpool. Je sais pas si Julien est d'accord. Non, c'est vrai. Après, maintenant, on a plus l'habitude de parler d'un top 6 plutôt qu'un top 4. Parce que Liverpool, Arsenal, ils sont en retrait, ils ont été remplacés par City et par Tottenham. Donc, et encore Tottenham, c'est vraiment pas extraordinaire. Mais c'est vrai que Liverpool et Arsenal, maintenant, ça devient des clubs. C'est des clubs mythiques qu'on aime bien regarder, mais finalement qu'on sait très bien qu'à la fin de la saison, ça sera pas dans le top 2. Quoi. Ça visera pas
le titre. Un dernier mot, Romain ? Oui, et c'est aussi pour ça que c'est aussi décevant, parce que vu la saison qu'ils ont fait l'année dernière les deux, on s'était dit que peut-être ce serait le retour de ces deux clubs, Arsenal qui n'avait pas gagné un trophée depuis 10 ans, et Liverpool qui revenait avec un jeu très attrayant, des buts, un renouveau dans le field presque, même si ça a toujours été un magnifique public, l'année dernière c'était vraiment électrique. Donc on s'est dit que peut-être cette année ça allait être deux concurrents pour le titre, mais c'est toujours pas le cas. Et on s'arrête là pour la première partie. Maintenant, c'est la traditionnelle deuxième partie réservée au débat. Allez, chacun a retrouvé sa place, s'il vous plaît. Allez, un peu de silence pour ce moment important. Et c'est parti pour le débat. La Première Ligue est-il le meilleur championnat au monde ? Julien, pour commencer. Moi je parle déjà avec une bonne dose de subjectivité parce que j'adore l'Angleterre, mais c'est vrai que quand on regarde en général un programme football le week-end, on essaye de voir quels sont les plus gros matchs en Angleterre parce que sur 38 journées, il y a minimum un choc par journée. Donc c'est vrai qu'on adore ce championnat. Maintenant, les raisons, il y en a beaucoup. Moi je pense que les droits de TV, c'est une manne considérable pour les clubs. Donc quand on regarde Liverpool qui a gagné quand même 120 millions l'année dernière, 120 millions d'euros, et Cardiff, qui a fini dernier, a gagné 75 millions d'euros. Si on compare au championnat de France, PSG a gagné 44 millions d'euros. Donc c'est vrai que la télé aide les clubs à se renforcer. Ouais. Les droits TV, ça fait pas tout. Je veux bien que ça les aide financièrement à recruter, mais en Espagne, il y a des petites équipes qui jouent bien avec peu de moyens. En France, ça arrive aussi, mais c'est plus rare. L'Angleterre, moi, je trouve ce qui en fait vraiment le championnat le plus attractif, c'est évidemment le niveau de jeu, mais c'est aussi l'atmosphère qu'il y a autour de ce championnat. Les supporters, ils ont les meilleurs publics d'Europe pour moi. Je suis désolé, ils sont pas les meilleurs. Non, les meilleurs supporters, ils sont dans les divisions inférieures. Oui, mais les supporters, si tu vas en Première Ligue aujourd'hui, pourtant j'adore l'Angleterre, l'ambiance c'est pas la meilleure ambiance d'Europe. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu faire une pacification des stades en mettant à l'écart les hooligans, mais un abonnement moyen en Angleterre est de 656 € quand même. S'il faut élever les prix pour avoir une bonne ambiance et faire un bon championnat, je suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord avec Julien. Rien que la proximité des supporters avec la pelouse, le terrain, ils vivent le match comme je pense nulle part ailleurs on peut le vivre. Pour moi, je suis d'accord avec Romain. C'est parce qu'ils ont viré les hooligans. Avec des hooligans, on peut pas rapprocher les joueurs et les spectateurs. Ça partirait en guerre. Mais si on va pas se couper la parole, sinon je vais sortir les cartons. Grand main, vas-y. Maintenant, tous les championnats aux plus hautes divisions, les publics sont quand même un peu aseptisés. Il y a toujours une certaine retenue. C'est pour ça que dans les championnats inférieurs, il y a les publics plus festifs, qui font plus de bruit. C'est la même chose dans les plus petits championnats. Même si la Turquie c'est pas un petit championnat, enfin les derbys en Turquie, ça n'a rien à voir avec les derbys qu'on peut voir maintenant dans les autres championnats parce que justement c'est moins médiatisé, donc forcément il y a moins de surveillance. Je suis d'accord avec toi pour dire que c'est une ambiance vraiment extraordinaire, mais de là à dire que c'est la plus grosse ambiance d'Europe, je pense que c'est pas la seule raison. Je dis pas que c'est la plus grosse ambiance, je dis que c'est les meilleures ambiances en général sur le championnat. Même en Allemagne, ils ont de très belles ambiances. En général, l'Angleterre, dans tous les stades, c'est quand même magique. C'est pas la raison qui explique non plus le jeu anglais, le jeu qu'on connaît maintenant. Et ce week-end, on a vu des matchs assez extraordinaires, notamment le City-Tottenham qui a débouché sur un 4-1, et puis également le Liverpool-QPR. Il y a eu 4 buts dans les 4 dernières minutes de ce match. Un championnat anglais où ça joue jusqu'à la 95e, la 96e minute. On y croit tout le temps. Ouais, on y croit tout le temps et vu que les stades sont pleins, on a peur de décevoir aussi. C'est-à-dire que s'il y a 1-0, s'il y a 1-1 à la 89e, les supporters vont pas trouver d'excuses si on s'arrête de jouer. Donc c'est ça qui donne évidemment des matchs à fort rebondissement et des temps additionnels vraiment agréables à voir. Maintenant, sur QPR Liverpool, faut aussi récompenser les défenseurs parce que 2 CSC et avec des espaces, on voit pas ça non plus tous les week-ends. Mehdi, un petit mot sur ce débat. Oui, non, je voulais dire que l'Angleterre est le meilleur championnat parce qu'il rassemble les meilleurs joueurs. Donc, comme disait Julien tout à l'heure, la Première Ligue a essayé d'imposer ces dernières années. C'est grâce à sa vente des droits TV qui lui ont rapporté quand même 600 millions d'euros la saison passée. C'est énorme. En chiffre, 2,3 milliards d'euros ont été dépensés cette année sur le mercato estival.
Et l'Angleterre a fait 1 milliard d'euros. C'est la moitié des 5 gros championnats européens. C'est quand même énorme. Et ils rapportent les gros joueurs. Et c'est pour ça que ça fait pour moi le meilleur championnat du monde. C'est un championnat, ouais. Vas-y, Romain. Ils peuvent dire merci à Manchester cette année pour le mercato. Parce que rien qu'eux, ils ont dû dépenser plus de 100 millions pour ce mercato-là. C'est un championnat où on retrouve aussi les meilleurs entraîneurs du monde. José Mourinho à Chelsea, on a Pellegrini à City, Van Gaal qui est arrivé à Manchester. Ça aide aussi à développer ce championnat. Oui, mais bon, des bons entraîneurs, il y en a ailleurs aussi. Au Real, il y a Ancelotti. Au Barça, il y a Enrique, même s'il n'a pas la même crédibilité que tout cela parce qu'il est plus jeune. En Allemagne, il y a Guardiola. Les entraîneurs, il y a toujours eu des bons entraîneurs dans les grands clubs. Dans les petits clubs anglais, il n'y a pas forcément des bons entraîneurs, il y a juste des entraîneurs qui ont la culture du foot anglais, la culture du club, qui généralement monte d'échelon en échelon. Et c'est ça aussi qui fait la différence. Après, sur la première liste, ce qui peut expliquer l'extraordinaire championnat, c'est parce que les championnats en dessous drainent d'excellents joueurs. Par exemple, Sigurdsson, qu'on parlait la semaine dernière, il a été formé à Reading en D2, il a même joué à Crewe Alexandra en D3. Donc c'est un joueur qui connaît le fighting spirit. Le fighting spirit, c'est par exemple Cyrus Christie qui est à West Brom cette année, qui a été magistral hier contre United. Il a été formé à Derby County. Enfin, il a joué l'année dernière à Derby County. Donc c'est pour dire que la Première Ligue, c'est vraiment un excellent championnat. Mais il faut relativiser sur le football anglais dans son ensemble, comme l'Allemagne, c'est un excellent championnat, parce que par exemple la Bundesliga 2, c'est aussi un très très bon championnat. Si on compare avec par exemple le Calcio ou la Ligue 1, les championnats inférieurs, ils poussent pas non plus à faire un meilleur jeu. Et quand on voit l'éclosion d'un joueur comme Diafra Sakho, qui avait jamais connu de première division et pourtant qui arrête pas d'enchaîner les buts avec West Ham, on se dit aussi que finalement la Ligue 2 française est pas si mauvaise que ça. Ouais, non, mais elle est pas mauvaise. Mais après, au niveau du jeu, c'est pas, ça forme pas un club à pouvoir prétendre à une 8e, 9e place de la première saison. Ce qu'on voit par exemple cette année avec les équipes qui sont montées l'année dernière de Première Ligue. Southampton, bon ça fait 2 ans, mais ils arrivent maintenant à bien gérer. Leicester, ils gèrent plutôt bien. Donc c'est intéressant. Moi je pense qu'il faut arrêter de penser que la Championship c'est un championnat de bourrin et que la Bundesliga 2, personne ne le regarde. C'est ces championnats-là qui permettent à la Bundesliga et à la Première Ligue d'être les meilleurs championnats et d'Europe. on va conclure avec Romain. Oui, et en plus, ce que je voulais dire, c'est que ces championnats ont l'avantage, en Angleterre, il y a un système de prêt pour les joueurs qui est beaucoup plus lâche qu'en France, par exemple, où les gros clubs, comme Arsenal, Chelsea, Manchester, peuvent prêter des jeunes joueurs pour que ça guérisse 1 mois, 3 mois, 6 mois, et les rappeler à tout moment. Donc, tous les joueurs, là je vais prendre l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est Wilshere qui a été prêté à Bolton avant d'éclore, qui a été prêté en Ligue 2 aussi, et il y en a partout. Chelsea, ils ont eu presque une équipe, même plus d'une équipe de 11, de 13 prêtés dans les championnats étrangers ou dans les ligues inférieures. Ça leur permet de s'affirmer et de s'aguerrir avec, comme disait Julien, un championnat qui est à un niveau élevé même en Ligue 2. Ouais, puis la Première Ligue, au fur et à mesure, ça devient la prime à l'élite, parce que regarde, ces joueurs-là, ces excellents joueurs qui arrivent dans les meilleurs clubs, et ben tu vois que les anciens, par exemple Les Scott qui était à City, il était quasiment incontournable il y a 2 ans. Maintenant il se retrouve à West Brom, Dawson à Tottenham, il se retrouve à Hull City, et José Fonte, Southampton, il se retrouve menacé et pourtant il est excellent. Parce que la prime au championnat inférieur avec des meilleures formations, ça permet un championnat vraiment plus intéressant. Et on fait confiance aux jeunes aussi dans ces pays. Ah oui, on fait confiance aux jeunes. Et là je reviens sur Romain, c'est les contrats qui offrent la possibilité à ton entraîneur de changer et de mettre sous pression constamment ses joueurs. Merci pour ce débat passionnant. C'est la fin de la 2e partie. On va passer à la 3e pour évoquer justement la 3e journée de Ligue des Champions et la coupe aux grandes oreilles qui cherche un nouveau propriétaire. Ce soir débute la 3e journée de Ligue des Champions. On va tout de suite évoquer le groupe de la mort où se trouvent la Roma, le Bayern de Munich et Manchester City. Ce soir, on a le droit à un joli Roma-Bayern à 20h45. Justement, qui dans ce groupe est bien parti, qui ne verra pas les 8e de finale. Le premier mot, il va revenir à Thibaut.
qui est bien parti, bien sûr, je vais étonner personne en disant le Bayern Munich. Après la victoire 6-0 ce week-end, on va voir ce soir si le retour du Super Bayern se confirme. Qui est mal parti, c'est évidemment Manchester City qui doit gagner absolument ce soir sous peine d'être déjà éliminé. Un mot, Julien ? Oui, bon, le Bayern Munich, c'était le grand favori dès le tirage au sort. Après, on ne savait pas si c'était City ou Roma qui prendrait l'avantage. Maintenant, je pense qu'après 2 journées, on va peut-être avoir une confirmation ce soir. Je pense que la Roma est bien partie et au niveau du jeu, c'est quand même plus attrayant que ce que propose City en Europe. Mehdi ? Et on vient de dire justement que l'Angleterre est le meilleur pays d'Europe. Alors Julien, je voulais savoir comment ça se fait que City a autant de mal en Ligue des Champions alors qu'il domine le championnat anglais. Ouais, mais parce que, pour moi, c'est mon analyse à moi. Je pense que ce que t'expliques avec beaucoup de buts en Angleterre, c'est parce que les défenses laissent beaucoup d'espace et montent très haut. Ce que fait pas Chelsea. Manchester City, Arsenal, Liverpool, des équipes comme ça joue très très haut et ça laisse beaucoup d'espace. Et ça, en Ligue des Champions, c'est impardonnable. Souvent, Arsenal, ils se sont fait souvent avoir les années précédentes par des superbes ouvertures. Par exemple, Manchester City contre Barcelone l'année dernière, ils prennent un carton rouge parce qu'ils jouaient tellement haut que derrière, Kompany est obligé de faire un retour assassin sur Messi, il se prend un rouge. Donc Chelsea fait pas ça parce que Mourinho a une autre culture. Il a une culture d'un bloc bas qui empêche ses autres équipes de jouer. Ce qu'on a vu en Première Ligue avec Chelsea-Arsenal. Ce qu'on appelle le bus aussi. Ouais, mais le bus, des fois, ça marche, c'est du pragmatisme. Romain ? Oui, aussi City, ils ont depuis quelques années maintenant une sorte de blocage en Ligue des Champions. Déjà, ils n'ont pas de chance au tirage non plus parce qu'ils sont toujours dans le groupe de la mort. Et depuis qu'ils se sont fait sortir de leur premier groupe très important, je crois qu'il y a 2-3 ans, peut-être un peu plus, ils n'y arrivent pas avec des champions parce que c'est aussi c'est une compétition différente des autres, c'est pas la première ligue. Et tu parlais de groupe de la mort, mais City s'est quand même fait une équipe pour rivaliser avec toutes ces équipes et gagner la Ligue des Champions et ils n'arrivent pas du tout. Oui, mais quand tu vois les joueurs de City, c'est des joueurs qui sont arrivés pour gagner le premier championnat en Angleterre et c'est pas des joueurs qui avant ça, pour la plupart, avaient une expérience en Ligue des Champions. Là, ils en ramènent un peu justement pour essayer de contrecarrer ça, mais les joueurs qui sont venus, ils ont connu ce blocage dès le début et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Très bien pour ce groupe. Demain, il y a le vrai choc de cette 3e journée de Ligue des Champions. Ça sera à Anfield, Liverpool-Real. Est-ce que c'est un vrai choc ou un match déséquilibré vu la petite forme des Reds, Julien ? Alors c'est assez compliqué parce que ça peut tourner au carnage comme ça peut être un match fantastique. Je préfère quand même laisser parler Camille parce qu'elle a pas mal taffé le dossier donc... Non, Vas-y Camille. Moi je pense vraiment que ça va pas être un choc. Je pense que le match il est pas faussé mais presque parce que y a le Classico samedi. Je pense que le Real, ils ont déjà la tête à ce Classico et que Liverpool galère un peu en championnat, ils gagnent difficilement. Donc pour moi, ça va pas être le choc de cette journée. Peut-être que le choc, il sera peut-être dans les tribunes. Parce que Anfield, le retour, c'est vrai que Ludo Goretz, j'aime bien cette équipe, mais c'est pas non plus le grand Real Madrid de retour à Anfield. Ouais, puis ils ont pas mal de blessés avec Bale, Coentrao, Ressé, Ramos. Donc ça va être compliqué. Enfin, compliqué, je sais pas, mais... pas un choc. Moi je pense que ce sera un choc parce que c'est en Ligue des Champions avec l'atmosphère et l'ambiance de Liverpool, les joueurs peuvent prendre conscience de ça et faire un très bon match. Après on parle du Classico mais les grands clubs ne se portent pas au match d'après, Real Madrid va tout faire pour gagner ce match-ci et être qualifié. Donc ça peut être un bon choc mais si le Real Madrid joue à 100%, je pense qu'ils vont les battre largement. Thibaut ? Oui, puis on parle de la petite forme de Liverpool, mais le PSG avant de jouer le Barça n'était pas en grande forme non plus. Monaco avant de jouer contre Leverkusen, c'était vraiment pas terrible non plus. Donc moi je pense que ce sera vraiment un très beau match. Ce sera peut-être ça, on va reconnaître un vrai club européen. C'est-à-dire un club qui sait jouer les grandes soirées européennes, qui sait reconnaître les grands matchs dans une saison. Avec cette ambiance fabuleuse de Ligue des Champions à Liverpool. Oui, puis il y a un joueur qu'il faut peut-être qu'il commence à se réveiller du côté d'Anfield, c'est Balotelli. Je pense que c'est l'occasion idéale pour un joueur comme lui qui aime être au centre des intérêts, c'est le match pour lui. Est-ce qu'il a les épaules pour répondre présent on va lors des grands matchs ? C'est peut-être le match de Balotelli cette saison. Moi, j'en suis pas certain. Moi, j'y crois pas trop. Moi non plus, j'y crois pas trop. Mais là, on verra vraiment si Balotelli est un vrai grand joueur. Moi, je pense plus que Gerrard a les moyens de mettre un coup franc. Ça peut être un duel de coup franc entre Ronaldo et Gerrard. Qui peut prendre de vitesse la défense de Madrid. Non, c'est sûr que sur le papier, c'est sans doute l'un des matchs les plus intéressants
et les plus excitants de cette semaine. Et Thibaut en a parlé, le PSG joue ce soir à Nicosie. Ils peuvent prendre une option pour la qualification, Mehdi, en cas de victoire. Oui, ils peuvent prendre une option pour la qualification. Donc le PSG qui galère un peu en Ligue 1, on va dire, et qui en Ligue des Champions répond présent, sauf à l'Ajax Amsterdam. Donc ils ont fait un très bon match contre le FC Barcelone. Match à reproduire ce soir. Ça va pas être si facile que ça, hein, face à une équipe qui défend clairement sa peau. Ils ont perdu que 1-0 au Nou Camp. Et petite anecdote, les supporters hier de l'Hapoel qui ont empêché les Parisiens de dormir à l'hôtel. Camille ? Attention quand même à l'Hapoel là, parce que ils ont déjà fait tomber 2 clubs français. L'année dernière Bordeaux en Ligue Europa et il y a 3 ans Lyon. Donc c'est une équipe qui dès qu'elle prend la possession du ballon est très dangereuse. Donc attention quand même, ça va être pas si simple que ça pour le PSG. Oui, Romain. Oui, et aussi pour le PSG, ça va être un test parce que ça va être la première fois depuis le début de saison qu'ils vont avoir leur charnière titulaire, normalement Thiago Silva et David Luiz, la charnière qui doit les emmener justement à plus haut niveau en Ligue des Champions. C'est pour eux une bonne occasion de se former contre une équipe de Nicosie qui représente pas non plus la force offensive la plus impressionnante de Ligue des Champions. Oui, puis si le Paris Saint-Germain met de l'application et joue à 100%, ils auront la possession du ballon et je pense qu'ils devraient pas avoir de soucis. Justement, pour rester premier, le PSG doit continuer sur cette voie pour aller jusque finalement à la 6e journée qui pourrait être la finale face au Barça pour la première place. Et on sait l'importance d'être premier pour recevoir au match retour et recevoir un adversaire entre guillemets plus faible. Julien. Ouais, ça peut être un match charnière. Bon, ça reste l'Hapoel. Moi, ça me fait penser un peu au match de l'Olympiakos. Je sais pas ce que vous en pensez l'année dernière. On savait pas ce que Paris valait encore. C'est sûr qu'ils ont battu le Barça, mais contre l'Ajax, c'était pas extraordinaire. Donc face à l'Olympiakos, ils avaient géré et c'est là qu'on s'était rendu compte que Paris pouvait vraiment être un bon club européen. Là, sur ce match-là, en général, le Real des grands clubs, ils ont pas forcément beaucoup de mal dans des matchs comme ça, des matchs charnières. Ce que va faire Paris là, ça peut être important. Oui, et puis comme disait Clément, il y a la première place qui est en jeu très importante. On sait l'importance qu'il y a de recevoir dans les matchs retour en 8e ou en quart, et comme le Paris Saint-Germain l'année dernière qui a été éliminé par le but à l'extérieur face à Chelsea. Oui, pour ça, il faudra pas que Paris reproduise les mêmes erreurs que contre l'Ajax. Il faudra prendre des points contre les équipes plus faibles, l'Ajax et Nicosie. Donc ça commence dès ce soir normalement pour pas avoir de surprise avant le Barça. Après, l'Ajax Amsterdam reste quand même un bon club à domicile. Oui, bien sûr, mais vu le niveau du PSG et l'Ajax, même si c'est un bon club qui est moins flamboyant ces dernières années, ils auraient dû gagner là-bas. Ouais, parce que si on commence à dire bon, l'Ajax, c'est vrai que c'est un bon club, le PSV, c'est vrai que c'est un bon club, faut savoir ce que veut Paris, parce que bon, normalement tu dois faire le plein, hormis les matchs du Barça. Ils ont rattrapé le nul contre l'Ajax avec une victoire contre le Barça. Je suis d'accord, mais l'Ajax c'est pas l'Hapoel, et si on se souvient bien, FC Barcelone avait perdu l'année dernière à l'Ajax. Ils vont pas forcément gagner tous leurs matchs aussi. FC Barcelone, ils ont grillé un joker, c'est pour ça qu'il faut gagner ce soir et on verra. On va maintenant parler du deuxième club français, c'est Monaco, 4 points en 2 matchs et ils reçoivent demain à Louis II Benfica. Même chose que le PSG, est-ce qu'ils peuvent prendre une option sur la qualification alors qu'on avait un Monaco assez fébrile mais qui revient bien en championnat. Romain. Oui, Monaco, depuis le début de la saison, la Ligue des Champions, c'est leur bouffée d'air pur. Hein. Ils étaient très en difficulté en début de saison en championnat. La victoire très chanceuse contre Leverkusen leur a fait du bien. Ils sont allés chercher un beau match nul au Zénith. Et donc, s'ils continuent comme ça, s'ils jouent avec la même intensité, la même rigueur tactique contre Benfica qui... Eux, en Ligue des Champions, contrairement au championnat, ne sont pas très en forme. Ils peuvent gagner et prendre une option sur la qualification dès ce soir. Ils ont enfin une vraie pointe avec Lassina Traoré qui a fait ses débuts en Ligue 1. C'était samedi soir contre Evian. Et puis Berbatov devrait revenir de blessure. Un avantage certain pour Monaco qui a du mal à peser devant quand même en ce début de saison. Oui, après avoir perdu Falcao, il fallait un petit peu de temps. Ensuite, Monaco, c'est une bonne surprise pour moi. Tout le monde les enterrait... avec la vente de James et de Falcao, tout le monde les voyait prendre 0 points. Ils sont là à 4 points après 2 journées. Et demain, pour moi, où ils relancent Benfica qui a 0 points, où ils font un grand pas vers la qualification. Julien ? Ouais, Monaco, Benfica, ça peut être un match intéressant. Carvalho, Moutinho, Jardim, ça connaît plutôt pas mal le championnat portugais. Donc peut-être qu'on va enfin avoir un match tactique à Louis II, ça peut être intéressant.
Parfait pour cette partie Ligue des Champions. On va terminer l'émission comme toutes les semaines avec notre équipe type. Chaque consultant a donné son 11 et les plus cités vont se retrouver dans notre 4-2-3-1 dessiné par le staff de l'équipe type. Donc on a choisi en gardien Lossel. Romain, pour en parler peut-être ? Oui, Lossel, le gardien de Guingamp, qui a fait un match énorme contre Lille. Si Guingamp va chercher une victoire à Lille, c'est grâce à lui en grande partie. Il a fait 10 arrêts dans le match. Et le but qu'il prend sur la frappe de Mavouba, c'est un but contré où il n'a pas vraiment de réussite. Donc là, pour nous, c'était soit lui, soit Mandanda cette semaine. Mandanda a quand même eu un peu moins de travail que lui, donc ça me paraît logique que le seul soit gardien. En défense centrale, Nkoulou cité 3 fois et Jérémy Morel, c'est une belle surprise, Camille. Oui, on retrouve 2 Marseillais en défense centrale de l'équipe type, ça fait du bien pour eux. Nkoulou buteur ce week-end. Et puis mort de faim, j'ai envie de dire, sur le terrain. Pareil pour Morel, c'est pas du tout le même visage que l'année dernière. Il monte en attaque, il centre, il arrête pas, il se bat sur tous les ballons. Donc ça me paraît être logique qu'on retrouve ces 2 joueurs en défense centrale de l'équipe type cette semaine. À droite, c'est Jallet qui a été choisi 4 fois cité. Et à gauche, Scherer Maxwell 5 fois qui a été le plus cité de notre équipe. Mehdi. Oui, on parle souvent des stars au PSG, mais on parle jamais de Maxwell, qui est pour moi indéboulonnable à son poste. Il met le but de la journée, si ce n'est le but de ce début de saison, un lob de 30 mètres du pied droit. Et il est sur le deuxième but aussi. Et Jallet qui a fait un match tout bonnement exceptionnel dans tous les bons coups offensivement de l'Olympique Lyonnais. Justement, Julien veut nous dire un mot sur Christophe Jallet. 5 secondes sur Christophe Jallet. C'est peut-être l'interview de la semaine à lire sur France Football pour Christophe Jallet. C'est vraiment un régal. En milieu de terrain, donc 2 milieux défensifs, Gianelli Imbula et également Fabien Lemoine qui a débloqué la situation pour Saint-Etienne qui s'est imposé 1-0 à Lorient. Et pour nous en parler, c'est Romain. Oui, Lemoine qui a libéré Saint-Etienne vraiment dans un match où il n'y a pas eu énormément d'occasions et qui, en plus de marquer un très beau but, a désobéi à son coach. Son coach lui a dit de plus monter justement avant de marquer 3 minutes avant. Et Imbula qui a été tout simplement énorme face à Toulouse. Tout seul au milieu, généralement il avait des difficultés. Là, avec 3 défenseurs et lui à couvrir tout le terrain, il a mangé le milieu de Toulouse alors que c'est un des meilleurs milieux de France quand ils sont bien organisés. Donc pour moi, presque le joueur de la journée s'il n'y avait pas eu Marveau ou Lacazette. En numéro 10, on a choisi Johan Gourcuff, un doublé pour son retour en tant que titulaire, Julien. Ouais, bon, quand on aime le foot et qu'on aime le football français, Gourcuff, c'est vraiment un régal quand on le voit jouer. Maintenant, c'est que le début et faut espérer qu'il fasse un bon match contre Marseille, mais face à Montpellier, c'était vraiment, vraiment très très bon. Donc, ouais, Gourcuff, là, c'était vraiment indispensable. Milieu droit, 4 fois cité, Dimitri Payet qui apporte énormément à cette équipe de Marseille. Clairement, offensivement, là j'ai envie de dire c'est presque un indispensable pour l'équipe. Il est sans cesse sur les ballons, sur les centres. D'ailleurs, c'est lui qui est auteur du coup franc sur le premier but d'Nkoulou. Ça fait plaisir de le retrouver comme ça parce que l'année dernière, il était vraiment pas en confiance. Donc cette année, j'ai envie de dire, c'est son année. Puis le retour en équipe de France aussi, ça lui remonte le moral un peu. Au poste de milieu gauche, il est de retour en France cette saison. Il était à Newcastle la saison dernière. C'est Sylvain Marveau, auteur d'un très grand match à Lille et la victoire de Guingamp 2-1. Sylvain Marveau, un petit mot sur lui, Romain. Oui, c'est une des meilleures pioches, je pense, du mercato. Là, il a été tout simplement indispensable à Guingamp pendant ce match contre Lille. Il a marqué un but, il a fait une passe décisive, il a torturé la défense de Lille pendant tout le match, même si à la fin ils n'ont pas trop attaqué Guingamp. C'est logique et puis c'est aussi un plaisir de revoir Marveau comme ça. C'était un grand espoir du foot français avant qu'il se perde un peu à Newcastle à cause du temps de jeu et des blessures. Donc s'il pouvait revenir à son niveau, ce n'est que mieux pour le foot français. Et à la pointe de l'attaque, on a choisi de mettre l'international français Alexandre Lacazette, 2e meilleur buteur. Et pour nous en parler, Mehdi. Oui, donc Lacazette qui est au top de sa forme, il est dans tous les bons coups avec un but, une passe décisive. C'est lui qui est sur le but de Gourcuff et c'est pour ça qu'il est en 2e position des meilleurs buteurs de Ligue 1. Camille ? À noter quand même que dans cette équipe type, on retrouve 4 Marseillais et 3 Lyonnais, donc 7 sur les 11 de l'équipe. Ça fait quand même beaucoup. Et puis, est-ce que c'est une coïncidence avec le match de la semaine prochaine ? Ça, je sais pas, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir
plein de joueurs de l'Olympico dans une équipe type, alors qu'on pourrait attendre des Monégasques, des Parisiens. Comme quoi, ça veut rien dire. Et en coach de la semaine, Marcelo Bielsa pour s'être brûlé en s'asseyant sur sa glacière avec son café posé par son assistant. L'assistant, il a dû avoir chaud aussi en ce début de semaine. On a vu un Bielsa très furieux, mais ça a fait rire toutes les télés du monde entier, Julien. Ouais, et puis on peut peut-être mettre en arbitre de la semaine Monsieur Rainville, parce que c'est quand même un grand régal et... Quand il n'y a pas beaucoup de spectacles sur le terrain, lui, il sait en mettre, donc... C'était l'arbitre de Lens PSG. Ouais, bravo l'artiste. Lucky Luke. Qu'il arbitre pas l'Olympico, surtout, parce que sinon, ça risque de mal tourner. Et on arrive à la fin de cette émission L'équipe type. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. On aura beaucoup de choses à dire parce qu'il y a un Manchester-Chelsea dimanche. Il y a l'Olympico, il y a le Classico samedi entre le Real et le Barça. Bonne soirée à tous. On se retrouve mardi, même heure pour l'équipe type.